Vous qui nous suivez de partout, de la France, des États-Unis, bonjour et bienvenue à ces plateaux de l'Océan News. Océan News, une émission qui vous décrypte les informations que vous aimez. Aujourd'hui, sur ces plateaux, nous recevons M. Adrien Malenga, cadre à l'ECID. L'ECID, c'est le parti du président Martin Fayulu. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour à tous les téléspectateurs de Océan News. Et comment vous allez? Je fais grâce, tout va bien. Monsieur Adrien Malenga, c'est à quand le retour du président Martin Fayulu? Voilà, donc le président élu Martin Fayulu Madidi et le coordonnateur Adolphe Mouzitou vont revenir très bientôt au pays. Donc nous avons déjà la date, nous avons discuté avec eux, nous avons déjà la date, mais nous réservons la primeur à la conférence de presse qui sera tenue, si pas ce soir, au plus tard demain, par l'ensemble des communicateurs de la MOUCA. Donc, mais ce qui est sûr, c'est que dans moins de 2 semaines, ils seront de retour au pays. Oui, M. Adrien, les 13 parlementaires ont consulté le sénateur Jean-Pierre Bemba. Est-ce qu'une rencontre est déjà prévue entre les présidents Fayulu et les 13? Bon, déjà, le président élu Martin Fayulu Madidi n'est pas sur place, mais tel que je le connais, et si je considère sa façon de travailler, je crois que c'est quelqu'un qui est très ouvert. Je ne pense pas qu'il serait un problème bon, certainement quand il va revenir, il va le recevoir, mais il faudrait quand même, madame, que nous puissions relever le fait qu'aujourd'hui tout le monde donne effectivement raison à Martin Fayulu Madidi, parce que vous rappellerez que déjà au mois d'avril 2019, après les élections chaotiques du 30 décembre 2018, le président élu avait mis sur la table la proposition de sortie de crise, où il avait clairement dit que nous ne pouvons pas passer d'un processus électoral chaotique à un processus électoral démocratique sans engager de réformes, de vraies réformes, et de réformes institutionnelles. À l'époque, les gens ont vite sauté sur l'occasion pour dire qu'il était en train de chercher un boulot et que c'était pas important, mais aujourd'hui tout le monde se rend compte qu'il avait effectivement raison et nous en sommes fiers. Nous en sommes fiers, mais non, je ne pense pas que la personne qui a lancé l'idée, qui a donné l'ego, qui a réfléchi en avance, puisse interdire à d'autres personnes de le rejoindre. Et là, les 13 parlementaires vont certainement le reconnaître, mais je crois que dès qu'il sera de retour au pays, il sera ouvert, il recevra tout le monde, pourvu que nous puissions tous regarder l'avenir de ce pays et nous puissions éventuellement lever l'option d'engager des réformes qui vont devoir crédibiliser les processus électoraux, renforcer l'indépendance de la CENI et garantir la vérité des urnes aux prochaines élections que nous, en tout cas au niveau de la MOUCA, nous voulons anticiper. Donc la MOUCA est partant pour la réforme de la CENI? Oui, bien sûr. Dans la proposition de sortie des crises, nous avons dit réforme de la CENI, mais aussi audit financier de la CENI, parce que nous ne pouvons pas laisser la lassitude à M. Nanga de gérer plus de 1 milliard de Congolais sans qu'on sache exactement ce qui a été fait de cet argent, surtout qu'il y a déjà le Trésor américain qui l'a sanctionné, parce que les Américains, effectivement, ont de preuves de détournement d'à peu près 100 millions de dollars par M. Nanga, M. Bassengezi, y compris. Donc, on ne peut pas laisser cette affaire comme ça. Il faut, auditer la CENI, mais il faut aussi, madame, auditer les opérations électorales. Parce que jusqu'aujourd'hui, le résultat de l'élection présidentielle, je prends seulement l'élection présidentielle, n'a pas été publié par la CENI. On nous a simplement dit que M. Chilombo a eu autant, M. Fayulu a eu autant, M. Jadari a eu autant, mais on n'a pas obéi à l'exigence légale qui voudrait qu'on puisse publier le résultat bureau de vote par bureau de vote. Donc jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas dans le Kwilu, Fayulu a eu combien de voix, dans le Sankourou,
Chilombo a eu combien de voix, dans le CELSER de Njili, Fayulu a eu combien de voix, alors que la loi électorale impose la publication bureau de vote par bureau de vote. Qu'est-ce qui fait que la CENI est incapable, depuis le 30 décembre 2018, de publier le résultat des élections? Donc, il faut auditer aussi les opérations électorales, parce que dans ces opérations-là, il y a eu beaucoup de failles. Cette affaire de machine à voter, il faut qu'on sache exactement ce qui s'est passé. Est-ce que c'est quelque chose de fiable? Pourquoi est-ce que ces gens ont insisté à énerver la loi électorale qui avait prohibé le recours au vote électronique? Donc, toutes ces questions doivent être analysées pour que nous puissions corriger les erreurs et garantir, comme je l'ai dit tout à l'heure, la vérité des urnes à l'issue des élections anticipées à venir. Ok, ne pensez-vous pas que la démarche de 13 parlementaires peut nous emmener à un nouveau dialogue et au partage du pouvoir? D'abord, il faut qu'on se mette d'accord sur une chose. Nous, en tout cas, la dynamique pour la vérité des urnes, nous, les CID, nous, la MOCA, nous n'allons pas participer à un pouvoir issu d'un hold-up électoral. Il est hors de question pour nous d'aller rejoindre les gens qui ont volé le pouvoir du peuple. Ça ne se passera pas comme ça chez nous. Donc, ceux qui ont peut-être fatigués pour ces combats pour la vérité des urnes et qui estiment que l'heure est venue d'aller faire des courbettes à M. Kabila et M. Chilombo et aller chercher un poste, libre à eux, mais nous disons, il est hors de question que nous puissions nous mettre autour d'une table pour parler partage du pouvoir. Pour parler partage des entreprises publiques. Ça ne se fera pas chez nous. Parce que ça sera comme un père qui accepte un bien volé par son fils. Donc, nous ne serons pas de resellers. Ça, c'est clair. Donc, si les 13 parlementaires vont dans ce sens-là, je crois que nous ne serons pas d'accord avec eux. Parce que pour nous, il faut essentiellement se retrouver autour d'une table pour discuter des réformes électorales qu'il faut engager pour crédibiliser les processus électoraux. Notre objectif dans cette affaire, ce n'est pas le partage du pouvoir, ce n'est pas avoir de postes au niveau des entreprises publiques. La finalité de notre approche, la finalité, l'objectif ultime des propositions de sortie des crises, c'est garantir la vérité des urnes lors de prochaines élections à venir. Donc, s'il s'agit de partage du pouvoir, nous ne sommes pas concernés. Mais quand il s'agira de réformes qu'il faut engager pour crédibiliser les processus et garantir la vérité des urnes, madame, je suis obligé de répéter à tout moment, garantir la vérité des urnes à l'issue des élections à venir, nous sommes partants. On a suivi le président Fayulu a dit qu'il a pardonné par rapport à ce qui s'est passé lors des élections. Il n'est plus d'accord avec les pouvoirs du président Fati ou il n'est plus le président élu. Non, il y a eu beaucoup d'interprétations autour de cette question, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens, les gens ont voulu prendre ce qui les arrangeait, mais la vérité c'est quoi, madame? La vérité c'est que d'abord, le combat pour la vérité des urnes reste le combat du peuple congolais et le combat de Martin Fayulu. 2. Jusqu'à la fin de cette aventure dans laquelle M. Kabila et M. Chilombo nous ont amenés, nous ne reconnaîtrons pas le pouvoir de M. Chilombo parce que c'est un pouvoir illégitime. Ça, il faut le garder, il faut le retenir également. Mais le président Martin Fayulu Madidi est un chrétien et je crois qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Une question lui a été posée par un journaliste. Si lui, Martin Fayulu Madidi, en tant que chrétien, avait des problèmes avec son frère, Félix Antoine Tshilombo, il a dit, le chrétien a deux valeurs, l'amour et le pardon. En tant que chrétien, personnellement, individuellement, je n'ai pas de problème avec M. Tshilombo. Mais c'est M. Tshilombo qui a de problèmes avec le peuple congolais. Parce qu'il a fait un deal derrière son dos. C'est à lui de demander aussi pardon au peuple congolais. Mais quelqu'un qui reconnaît Tshilombo, quelqu'un qui oublie le combat pour la vérité des urnes, ne peut pas insister sur les propositions de sortie des crises. Parce que les propositions de sortie des crises prévoient la réforme
mais l'organisation des élections anticipées. Pourquoi élections anticipées? Pour corriger la forfaiture qui a été orchestrée le 30 décembre 2018 par M. Tshilombo et M. Kabila. Donc, les choses sont claires. Il est le président élu, ça ne changera pas. Parce qu'il a été élu par la majorité des Congolais le 30 décembre 2018. Personne ne peut changer ça. Il se considère en tant que tel et il continue le combat pour la vérité des urnes parce que je viens de vous démontrer que la finalité de notre approche en rapport avec les propositions de sortie des crises, c'est garantir la vérité des urnes lors des prochaines élections à venir. Et quand est-ce que le président Martin Fayoul compte récupérer son poste de coordonnateur de la MOUCA? Parce que jusque-là, ça fait déjà plus de 3 ans que Ah oui, mais il y a eu beaucoup d'aléas, déjà ils viennent de passer 5 mois à l'extérieur avec confinés avec le Covid, c'est déjà compliqué. Laissons-leur le temps de revenir, laissons-leur le temps de discuter au niveau du présidium de la MOUCA, ça va s'organiser, il n'y a pas de problème. Mais le président élu peut décider de pouvoir céder son mandat aussi à Mouzitou, ça peut se passer comme ça. Mais bon, je ne dis pas que c'est comme ça que ça va se passer, mais donnez-leur quand même, laissons-leur le temps de revenir au pays et puis la passation se fera. C'est certainement le Covid qui a un peu compliqué la procédure. On va parler d'autre chose à présent. Un mot sur la gestion de riposte du docteur? Non, mais la riposte a été gérée comme le projet de 100 jours. Catastrophe. Moi, je crois que si on continue à jouer avec l'avenir de ce pays de la manière, c'est inacceptable. Personne ne peut accepter ça, madame. Vous avez déjà vu dans un pays où le ministère de la Santé vous parle de 20 millions de dollars déboursés pour donner à la cellule de riposte en vue de combattre le Covid, et que le responsable de la cellule de riposte vous dit qu'il n'a reçu que 1 400 000 dollars. Et le personnel en grève, je sais pas moi, impayé 3-4 mois durant. Et au ministère de la Santé, le vice-ministre accuse le ministre de la Santé de détourner l'argent destiné à la gestion de Covid. C'est pratiquement la même bêtise qu'on a vécue avec le projet de 100 jours. C'est pour ça, moi, personnellement, je pense que nous avons affaire à une bande de justeurs qui ont pris le pouvoir du peuple par la force et qui se servent à volonté. C'est totalement inacceptable. Est-ce que vous avez déjà vu, nous sommes à Kinshasa, madame, à Kinshasa, est-ce que vous sentez cette cellule de riposte travailler convenablement? Vous avez de malades, de prétendus malades, qui, viennent même devant Tshilombo dire qu'ils n'ont même pas mangé. Et lorsqu'ils parlent à M. Tshilombo, ils n'ont même pas de cache-nez. C'est extrêmement grave. Cette légèreté avec laquelle on traite une question de santé publique démontre à suffisance que nous avons affaire à des incompétents, à des jouisseurs. Et ça, c'est totalement inacceptable. Donc, c'est une gestion catastrophique. Heureusement, madame, heureusement que le président élu, dès que cette affaire a commencé, à l'époque il était encore en Europe, il a fait une vidéo pour sensibiliser les Congolais sur des mesures barrières. Heureusement, pendant ce temps-là, le ministre de la Santé n'arrivait même pas à connaître l'identité du premier prétendu malade de Covid qui était ici. Tantôt il était français, tantôt il était belge, tantôt il était congolais. Donc c'est de l'amateurisme, c'est inacceptable à ces niveaux-là. Donc c'est une gestion catastrophique. Nous, en tout cas, nous en RDC, par rapport, parce que les gens peuvent dire que par rapport à d'autres pays, le taux de contamination, nous, c'est la grâce de Dieu. En réalité, c'est une gestion catastrophique et je pense que là aussi, il faut une audit sérieuse, sérieuse, parce qu'on ne peut pas continuer à dilapider l'argent des Congolais impunément. Ok. Dernièrement, il y a une crise là au Bas-Congo. On a assisté les 2 jumeaux qui a été brûlés vifs et puis il y a les problèmes du gouverneur et tout ça. Quelle est la position de la MOUCA?
Je voudrais peut-être pas donner officiellement la position de la MOUCA parce que je dois être sincère, on n'a pas encore discuté de cette question au niveau de la MOUCA, mais je voudrais quand même donner mon point de vue parce que j'étais récemment à Kindiamvouete, nous avons le parti là-bas, un grand bureau, en tout cas SID a bien installé là-bas. J'ai essayé d'interroger les camarades qui sont là-bas. Je pense que autour de l'assassinat de ces deux jumeaux, il y a de la récupération politicienne. Parce que il semblerait qu'il y a eu une erreur parce que ces deux jeunes gens n'ont pas été tués parce qu'ils étaient de Balouba, comme on le laisse entendre, mais par contre parce qu'il a eu un malentendu avec le motard qui le conduisait à Kindiamvouete, parce que selon ce qu'on nous a raconté, ils ont quitté Matadi pour aller à Kinzaou, arrivé quelque part, ils ont connu un accident. Alors, les deux jumeaux n'étaient pas d'accord, ils ont commencé à se disputer avec le motard, et le motard a crié au secours, et quand les gens sont venus, ils ont cru que c'était des brigands qui voulaient ravir la moto, à ces motards, et ça a dégénéré. Je crois qu'il faut qu'on dise les choses clairement, parce que cette manie de vouloir mettre l'accent sur le tribalisme, alors que les Congolais foncièrement ne sont pas des tribaux, des tribalistes, excusez-moi, c'est inacceptable, totalement inacceptable. Les gens qui sont incompétents de gérer le pays, incapables de trouver des solutions aux problèmes du peuple, veulent tirer sur des fibres, sensibles pour se dédouaner. Il n'y a pas de tribalisme au Congo, il n'y a pas de tribalisme dans le Congo central, moins encore dans toutes les provinces de la RDC. C'est une bêtise humaine qui s'est produite et nous ne sommes pas d'accord avec ça parce que apparemment les jeunes gens étaient promis à un avenir meilleur. Nous compatissons avec la famille, nous disons paix à leur âme, mais il ne faut pas faire de la récupération politicienne derrière la mort de personnes comme ça. C'est cynique. C'est très cynique. Oui, comment interprétez-vous les arrestations que nous avons assistées de Vital Kamerhe, Rita Bola? Comment vous interprétez? Non, mais bon, moi je pense que le dossier de Vital Kamerhe c'est un peu spécial. Je continue à penser, et ça n'engage que moi, que le pouvoir judiciaire est entre les mains de M. Kabila. Et lorsque M. Tshilombo a été parachuté sur ce fauteuil avec M. Kamerhe, ils ont commencé à se servir à volonté. Alors le partenaire FCC n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord parce que ce sont des gens qui ont fait 18 ans au pouvoir, ils connaissaient les circuits. Et bon, déjà, quand vous arrivez et que vous commencez à toucher à la réserve d'échange 800 millions de dollars qui ne représentent que 3 semaines d'importation, donc ils ont vraiment franchi les Rubicons et les autres ont dit il faut le coincer. Il faut le coincer. Comme M. Kabila a un deal avec M. Tshisekedi, lui il est épargné, mais M. Kabila ne veut pas être épargné parce que celui qui était le directeur de cabinet et lui aussi était dans la mafia. Donc je crois que le procès l'a démontré clairement. Donc il s'est retrouvé en prison. C'est un règlement de compte. C'est vraiment un règlement de compte. Alors maintenant, il faut aussi en même temps donner l'impression à la communauté internationale, surtout la communauté internationale, mais aussi à la communauté nationale, qu'on voudrait mettre en place l'état de droit. Donc, de part et d'autre, il y aura des victimes. Du côté de M. Tshilombo, c'est déjà son directeur de cabinet, son plus grand allié qui est parti. Donc Kabila de son côté, vous aurez des menus frétins qui vont aussi, payer le prix. Comme là, j'ai lu là un mandat de comparution adressé à M. Yav Molang pour aller comparaître. Donc c'est ça, mais ce n'est pas ça en fait l'indépendance de la justice. Nous aurons une justice indépendante lorsque nous aurons des juges bien payés, lorsque nous allons engager de réformes profondes sur la justice congolaise, faire en sorte que les juges travaillent dans des conditions meilleures et l'indicateur à prendre en compte à ces moments-là, ça sera lorsque à la cité, par exemple chez moi à Massina ou à Njili, les mamans victimes de cette justice commenceront à ressentir le bienfait de l'indépendance de cette justice. Ce n'est pas le fait d'arrêter celui-là ou l'autre là parce qu'on veut régler des comptes à celui-là ou à l'autre, c'est au contraire de réformes sérieuses de la système judiciaire pour garantir son indépendance, afin que cette justice
justice soit véritablement au service de la nation pour essayer de lever le pays, comme d'ailleurs la Bible le dit, la justice élève la nation. Face à toutes ces bavures, peut-on parler de l'état des droits dans notre pays? Oui, mais je vais vous démontrer que ce n'est pas ça l'état de droit. L'état de droit, ce n'est pas le fait d'arrêter M. Caméré ou d'arrêter, M. Moulin ou je ne sais pas moi qui. L'état de droit, c'est le fait que les lois de la République sont respectées par tous, en commençant par le dirigeant et aussi le dirigé. L'état de droit, ce n'est pas le règlement de compte. L'état de droit, ce n'est pas l'état de juge. Donc ça, il faut vraiment faire la différence parce que jusqu'aujourd'hui, les Congolais continuent à souffrir de cette justice à deux vitesses. Donc l'état de droit, c'est aussi respecter les promesses qu'on a fait au peuple. L'état de droit, c'est aussi ne pas violer les droits fondamentaux du peuple. L'état de droit, c'est aussi respecter la souveraineté du souverain primaire. Donc aujourd'hui, nous en sommes encore trop loin. Oui, M. Malenga, peut-on savoir le projet de Lamuka? Déjà, la MOUCA était une plateforme électorale, donc il y avait 5 composantes à l'intérieur. Il y avait la DVU, Dynamique pour la vérité des urnes, chapeautée par le président élu Martin Fayulu Madidi. Il y avait Ensemble pour le changement, de l'époque, aujourd'hui Ensemble pour la République, chapeauté par le président Moïse Katumbi. Il y avait le MLC allié, chapeauté par le sénateur Jean-Pierre Bemba. Et puis il y avait le Nouvel Élan, chapeauté par l'ancien Premier ministre, le coordinateur actuel de la MOUCA, Adolphe Mouzitou. Donc, voilà, 3 composantes. Mais ils avaient un candidat. Ces candidats, c'était le candidat du consensus, le candidat du peuple, Martin Fayulu Madidi, qui a été élu. Mais il a été élu, il avait un programme. Le programme de Martin Fayulu s'intitulait « Investir dans les citoyens pour développer la République démocratique du Congo ». Au centre du développement de la RDC, il y avait le Congolais. C'est le Congolais qui devait jouer ce rôle-là. Et dans ce programme, il y avait beaucoup, de choses qui ont été mises en place. Dommage que M. Kabila a décidé de saborder la volonté de notre peuple le 30 décembre 2018. Sinon, avec ces programmes, le Congo serait très loin. Je vous donne un exemple, 2 exemples. Martin Fayulu, dans ce programme, avait prévu, dès qu'il arrive aux affaires, de déclarer l'urgence agricole du pays. L'urgence agricole. Parce que dans le programme, le nez du développement du Congo, c'est vrai, le Congolais est au centre de ce développement, mais l'instrument majeur de ce développement, c'est l'agriculture. Et c'est l'agriculture, et donc il a prévu donc de déclarer donc l'urgence agricole sur l'ensemble de la République avec des projets très agricoles très ambitieux. Deuxième chose sur le plan sécuritaire, je crois que M. Chilombo a essayé de faire du mimétisme, mais il n'a pas la carrure ni la poigne nécessaire pour faire ce genre de choses. Il avait prévu dans ce programme, il était prévu justement dans ce programme de faire déplacer la base logistique de FARDC de Kinshasa vers Beni. Les gens parlent de Kankokolo, mais la base logistique de FARDC à Beni, et puis lui-même avait prévu de s'installer là pour essayer de mettre fin à cette insécurité à l'est du pays qui en fait aujourd'hui s'avère être le ventre mou qui retient le décollage de notre pays. Et aussi sur le plan sécuritaire, il y avait aussi la création d'une brigade spéciale de protection de frontières, donc qui devait être mise en place pour garantir la sécurité de nos frontières. Beaucoup de choses donc prévues dans ce programme, effectivement, et c'est un programme qui a été endossé par l'ensemble de leaders de la MOUCA pour votre gouverne et le gouverne de téléspectateurs. Je rappelle, ce programme s'intitulait « Investir dans les citoyens pour développer la République démocratique du Congo ». Non, nous demandons aux Congolais de continuer à être vigilants. Je pense que la Constitution, en son article 5, si je ne m'abuse, confirme que la souveraineté appartient au peuple. Il est inconcevable qu'un individu, un groupe d'individus puisse prendre tout un peuple en otage,
récupérer sa souveraineté, décider à sa place. Ça doit changer. Nous, au niveau de la Mouka, nous disons le réforme, oui, le partage de gâteaux, de pouvoir, non, parce que ça va nous amener à rien. Et puis, nous demandons aux Congolaises et aux Congolais de continuer à rester mobilisés pour réserver un accueil digne aux présidents élus et aux coordonnateurs de la Mouka qui vont, dans moins de 2 semaines, revenir au pays. La date sera annoncée demain lors d'un point de presse qui sera organisé par le communicateur de la Mouka. Rossi Mukendi, paix à son âme, disait « le peuple gagne toujours ». Et moi j'aime dire « le peuple a toujours raison ». Chers téléspectateurs, voilà qui met fin à cette émission. Je dis merci à vous qui nous suivez, merci à l'équipe technique. Je présente mes condoléances à la famille Monkwei. J'ai perdu un grand-père, notre Baoba. Paix à son âme. Vous qui nous suivez, merci. On se retrouve à la prochaine.